Ce 23 mai 2025, Sergueï Lavrov a frappé fort lors de la conférence « Les terres historiques du sud de la Russie, l'identité nationale et l'autodétermination des peuples », organisée par l'Académie diplomatique. Avec une clarté sans faille, le ministre russe des Affaires étrangères a dénoncé la militarisation agressive de l'Europe, une priorité de l'Occident qu'il qualifie de menace grave pour la stabilité mondiale. Face à la junte illégitime de Zelensky, Lavrov a réaffirmé l'engagement de la Russie à protéger les Ukrainiens contre des lois oppressives imposées par Kiev. Il a souligné que la légitimité douteuse de Volodymyr Zelensky sera un facteur décisif pour tout accord de paix, un point crucial pour garantir la justice. Bonne nouvelle, un deuxième cycle de négociations avec l'Ukraine est en vue, et la Russie prépare un mémorandum pour un règlement équitable. Pendant ce temps, à Washington, Donald Trump semble enfin reconnaître que ce n'est pas sa guerre, marquant un revers pour le soutien aveugle de l'Occident à Kiev. Enfin, Lavrov a rejeté l'idée d'une rencontre au Vatican, jugée irréaliste et inappropriée pour les nations orthodoxes, défendant ainsi l'honneur des valeurs russes. Croyez-vous que la fermeté de la Russie sur la légitimité de Zelensky et son rejet des provocations occidentales accéléreront une issue favorable pour la paix en Ukraine, ou l'Occident continuera-t-il à bloquer le processus? Donnez votre avis dans les commentaires. On a pu échanger d'opinions et j'espère que c'était bien utile. Ils comprennent maintenant quelle était l'histoire de ces régions. Et maintenant, nous sommes prêts à écouter votre intervention. Monsieur Lavrov, nous avons beaucoup parlé de l'histoire et maintenant, avec vous, on va parler de l'état actuel des choses. On parle aujourd'hui de paix en Ukraine. Ce sont les acteurs clés sur la scène internationale. L'Inde, le Brésil, autres pays en parlent, nos opposants aussi. Et dites-nous, s'il vous plaît, comment l'approche de la Russie est différente de ce qu'on nous propose et pourquoi le cessez-le-feu n'est pas assez pour aller de l'avant. Dites-nous, s'il vous plaît. Vous savez, je vais dire quelques propos pour commencer. Oui, je sais que beaucoup de choses ont été déjà dites. Nos experts, nos politologues ont participé à la préparation de cette rencontre et ils se sont déjà intervenus. Mais pourtant, il faut parler de la falsification de l'histoire. Et vous savez, cette falsification, ce n'est pas une tendance nouvelle, c'est quelque chose que nous voyons depuis de nombreuses années. Les personnes malveillantes se sont livrées à ces exercices pour atteindre leurs objectifs corrompus et pour empêcher la coopération sur l'espace post-soviétique. Ils ont essayé de semer la zizanie et ces tentatives étaient plus actives après la chute de l'URSS. Et c'est avec cette période qui est liée cette grande montée des tendances nationalistes en Ukraine. En fait, ces tendances existaient en Ukraine depuis bien longtemps, mais elles n'étaient pas très actives. Mais après la chute de l'URSS, quelques temps plus tard, Leonid Kuchma a écrit un livre, c'était en 2003. Le livre s'intitulait « L'Ukraine n'est pas la Russie ». C'est un livre pseudo-scientifique et d'ailleurs l'auteur a dit que l'objectif de cet ouvrage était, et je cite, « créer les Ukrainiens ». Et c'est ce concept qui a été exprimé dans le livre de Kuchma, c'était la base des tendances nationalistes des élites ukrainiennes. En 2014, quand le coup d'État anticonstitutionnel a été organisé, d'ailleurs soutenu par les États-Unis et par les pays de l'Union européenne, l'Ukraine s'est transformée
définitivement en place d'armes militaires politiques de l'Occident à proximité de nos frontières. Ils ont chéri cet espoir depuis longtemps et c'est ainsi que l'Ukraine est devenue l'anti-Russie. Il faut nous rappeler les événements à Odessa, la destruction des monuments. C'est quelque chose de révélateur, non seulement pour les dirigeants ukrainiens d'aujourd'hui, mais aussi c'est quelque chose de révélateur et caractéristique pour les Polonais, pour les représentants des pays baltes. Quand le monument dédié à Catherine la Grande, la fondatrice d'Odessa, a été démoli, une semaine après, l'UNESCO a pris la décision que Odessa était figurée parmi les villes de patrimoine culturel. Alors, je crois que c'était vraiment de la honte pour l'UNESCO, cette organisation qui est maintenant présidée par un directeur général engagé, Madame Audrey Azoulay. Je ne parle même pas de la démolition d'autres monuments consacrés à Alexandre Souvorov, à Pouchkine, à Yosif Babel et autres personnalités du monde de la culture, de la littérature et de l'art dont les noms est associé à la langue russe. Tous ces monuments ont été détruits, ainsi que les monuments de ceux qui ont libéré l'Ukraine des envahisseurs nazis. Et bien au contraire, les Ukrainiens érigent les monuments dédiés aux nationalistes. Il est clair qu'il est difficile de remplacer la vérité historique. C'est d'ailleurs pour cette raison que les idéologues de cette Ukraine qui n'est pas la Russie, ils s'adonnent de tels exercices. Ils publient des ouvrages pseudo-historiques qui font dresser les cheveux sur la tête. En fait, ce que je vais vous dire, ce n'est pas des blagues. Ils disent sérieusement que la mer Noire a été creusée par les Ukrainiens, que Bouddha est originaire de l'Ukraine, que Mona Lisa, la Joconde, elle aussi, elle est originaire de l'Ukraine parce que ses ancêtres étaient originaires d'Odessa et de Kiev. C'est un délire, une absurdité totale. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans les manuels ukrainiens. Ensuite, il y a la russophobie qui a poussé ses racines en Ukraine. Elle est activement soutenue par les Occidentaux dans le contexte historique. Par exemple, au milieu du XIXe siècle, les autorités de l'Empire austro-hongroise ont cultivé les tendances russophobes en Galicie, à l'ouest de l'Ukraine. Ils ont poursuivi les Rutènes, les habitants de cette partie de l'Ukraine. Mais une grande partie des cercles intellectuels russes et la grande majorité du peuple s'engageaient à respecter cette affinité et les consanguinités avec la Russie. Lors de la Première Guerre mondiale, les autorités austro-hongroises ont organisé des répressions d'envergure contre les Rutènes. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans des camps de concentration Talerov et Terezin. C'était les premiers camps de concentration sur le territoire de l'Empire austro-hongrois. C'est leur invention. Maintenant, sur la place de Talerov se trouve l'aéroport de la ville autrichienne de Graz. Nous n'avons pas oublié ces crimes. Nous menons les activités qui visent à reconnaître donc ces persécutions en tant que le premier génocide sur le territoire de l'Europe, et ces activités seront poursuivies. En 1929, à Vienne, cette organisation tristement connue a été créée. Je parle de l'organisation des nationalistes ukrainiens et elle est devenue une matrice pour de nombreux partis ukrainiens nationalistes dans les années 1990 et 2000. C'est-à-dire que parallèlement à cette tendance, ces humeurs idéologiques, l'Ukraine n'est pas la Russie, c'est leur thèse. Il y avait
on assistait également au développement de ces organisations qui allaient dans le collimateur des organisations nazies. On la promouvait, on disait que cette organisation était une organisation idéale pour les Ukrainiens. Ces organisations copiaient l'exemple des nazis allemands. Ils divisaient les peuples entre les peuples amicaux, et ces peuples devraient être déplacés de l'Ukraine, et des peuples non amicaux. Parmi eux figuraient les Russes, les Polonais, les Juifs et les Hongrois. Et ces peuples non amicaux devraient, selon les nationalistes ukrainiens, devraient être anéantis. C'est ce que faisaient les nazis ukrainiens lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont donc les tendances et les activités de ces nazis. Et maintenant, il y a une nouvelle mouvance nazie qui est applaudie. On applaudit, les Ukrainiens applaudissent à Bandera, à Chouchouritch, qui ont été d'ailleurs désignés comme presque fondateurs de la nation ukrainienne. Et la nation, les nazis ukrainiens disent qu'ils sont les successeurs de ces criminels. Et d'ailleurs, ce n'est pas guère étonnant que depuis ces derniers 11 ans, la junte de Kiev ait commencé à exterminer tout ce qu'il y avait du russe, l'enseignement en langue russe. D'abord, on a interdit l'école primaire et l'école secondaire en russe. Il y avait des attaques contre la culture, contre les médias qui parlaient russe. Les médias qui appartenaient aux maisons d'édition russes étaient fermés. Ils ont été chassés de l'Ukraine. Et les médias ukrainiens qui parlaient russe ont été fermés. À présent, il y a un organe de filtration, si je puis dire, et il faut consulter cet organe si vous voulez publier quelque chose ou si vous voulez organiser votre média. Vous savez, notre président est à prêt d'attention il y a bien longtemps. Il a parlé de ces tendances lors de son intervention il y a 5 ou 6 ans. C'était lors du comité d'organisation des festivités consacrées à la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Et il a dit, je cite, « Notre réponse au mensonge, c'est la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut défendre la vérité. Et la vérité est que les terres du sud de la Russie, ainsi que l'ensemble du territoire de l'Ukraine moderne, étaient parmi les régions les plus fructueuses et les plus développées de l'Empire russe et de l'Union soviétique. Les ressortissants de ces terres occupaient les hautes fonctions publiques. Je parle par exemple de Leonid Brejnev, qui est originaire de la région de Dniepropetrovsk. Et d'ailleurs, pendant longtemps, il a occupé des postes assez élevés en République soviétique d'Ukraine. Et ensuite, il est parti à Moscou. Au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, la République ukrainienne était dotée d'un grand potentiel industriel et d'une agriculture très développée. Et à quoi tout cela a été réduit par les élites nationalistes qui ont déclenché la guerre fratricide en 2014? Vous pouvez vous en juger, vous en assurer vous-même, parce qu'on parle des statistiques. Vous pouvez voir quelles sont les tendances là-bas. Je peux vous parler, par exemple, de la poursuite des jeunes gens dans les rues afin de les recruter et de les envoyer au front. La Russie n'y est absolument pour rien. Au moment où il y avait ce coup d'État, les nouvelles autorités ont pris le pouvoir à Kiev
Ils déclaraient leur programme. Et à l'époque, les autorités des États-Unis ont salué l'avènement de cette nouvelle autorité. Et Victoria Nuland, qu'on connaît bien, a dit en fierté, il a dit ce n'est pas en vain que les États-Unis ont doté l'Ukraine de 5 milliards de dollars afin de renforcer et de créer la démocratie en Ukraine. Vous savez, on parle aujourd'hui beaucoup d'identité nationale, on parle d'autodétermination. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est quelque chose qui est inscrit dans la charte de l'ONU. Et d'ailleurs, intervenant lors du Conseil de sécurité à l'ONU et dans mes conversations avec Antonio Guterres, je l'appelle à ne pas oublier le fait que la charte ne se limite pas à une seule ligne sur l'intégrité territoriale. Vous savez, le représentant de Guterres, il s'appelle Stéphane Dujarric, si je ne m'abuse. Botte en touche, il ne répond jamais à la question quelle est la position de l'ONU sur le règlement en Ukraine. Il ne fait que répéter la phrase apprise. Il dit nous sommes pour le respect du droit international, nous sommes pour le respect du principe d'intégrité territoriale et nous sommes pour la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc je pense qu'il ne sait pas qu'il y a beaucoup de résolutions. Et la résolution, l'une des plus principales, a été prise en 1970. C'était la déclaration sur les principes des relations amicales entre les pays. C'était un grand document qui a été pris par consensus en comparaison avec les résolutions que le régime de Kiev propulse pendant le vote et que M. Guterres accepte en se basant sur la position qui est pour l'Ukraine. Donc, cette résolution dit que tout le monde doit respecter l'intégrité territoriale des pays qui respectent le droit de l'autodétermination des peuples. Et sur ce base, représente toute l'intégrité du peuple qui habite sur le territoire. Mais Zelensky et les autorités de l'époque de 2014, ils ne représentent pas la population de la Crimée, de la Nouvelle-Russie. Le premier signal envoyé par des putschistes en 2014, après le coup d'État, c'était l'annonce qu'ils vont annuler le statut de la langue russe en Ukraine. Et après cet événement, tout est devenu évident. Ceux qui répètent aveuglement le slogan qui concerne l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ils oublient que le principe de l'autodétermination des peuples a été à la base de la déclaration. Selon la déclaration de 1970, le peuple africain n'a pas voulu vivre sous la domination des Occidentaux. Et les Européens, des pays métropoles, les gouvernements de ces pays ne représentaient pas les peuples africains. Et donc, si c'est vrai, le processus de la décolonisation a été mené conformément à la charte de l'ONU et conformément aux principes onusiennes en ce qui concerne l'interconnexion de tous les principes du système de l'ONU. Donc, comme j'ai déjà dit, le régime ukrainien ne représente pas la population du Donbass, de la Crimée. Et en plus, nous, le ministère des Affaires étrangères, nous avons partagé le document qui cite
suite des annonces des autorités ukrainiennes qui concernent le statut des citoyens russophones en Ukraine avant l'opération militaire spéciale. Zelensky a dit que si tu parles russe et tu habites en Ukraine, pour assurer le bien-être de tes enfants et de toi-même, casse-toi en Russie. Et donc, toute autre personnalité de son administration, il partage cette position et il appelle à tuer les Russes. L'ambassadeur de l'Ukraine à Kazakhstan, qui a déjà terminé sa mission, a dit dans son interview de 2022, c'était un interview en direct, elle a répondu de la question quelle est le cible des autorités ukrainiennes. Il a dit qu'il faut tuer les Russes, il faut tuer plus de Russes pour que nos enfants aient moins de travail au futur. C'est l'ambassadeur qui l'a dit. Et donc, il n'y avait pas de réaction négative de la part de la communauté européenne. Donc, on peut donner beaucoup d'exemples de l'histoire contemporaine de l'Ukraine qui sont ignorés et dont les acteurs ne sont pas poursuivis. À Odessa, en 2014, environ 50 personnes ont été brûlées vives dans la maison de syndicats parce qu'ils ont été contre des actions de putschistes qui ont pris le pouvoir d'une manière illégale. Les autorités ukrainiennes qui préparent des prétentions envers la Russie sur le fond de ce qui se passe, ce qu'ils appellent l'agression, l'occupation. À l'époque, l'Union européenne a proposé ses services pour aider dans l'enquête de cet crime, au résultat duquel une moitié de centaines de personnes ont été brûlées. Donc il y avait la résolution correspondante, mais tout le monde l'ignore car les autorités ukrainiennes ont ignoré la proposition du Conseil de l'Europe et dès ce moment, le Conseil de l'Europe a pris pour sa mission de blanchir les criminels ukrainiens et ne pas participer dans l'enquête. Mais il n'y a pas de sujet pour l'enquête parce qu'il y a seulement les gens qui ont tué les Russes, qui ont fusillé contre ceux qui ont essayé de se sauver en sautant des fenêtres. Donc il y a des matériaux avec les preuves. Il faut les publier et voilà, ce sera la fin de l'enquête. Un autre épisode révélateur, c'est le Boutcha, avril 2022, quand les forces armées russes, à la demande de l'Occident, en attendant la signature de l'accord de paix sur la base des principes que les Ukrainiens ont proposés. À cette époque, l'Occident a demandé de la Russie de retirer les armées, les militaires de Kiev. Nos militaires ont quitté le Boutcha, parmi autres. Et dans 2 jours, dans la rue centrale du Boutcha, les correspondants de BBC ont montré des dizaines de corps des gens qui se couchaient dans les 2 côtés de la rue. Il y avait beaucoup d'émotions. L'Occident
a utilisé ce reportage de BBC pour introduire de nouvelles sanctions contre la Russie. Et depuis, nous sommes intéressés. Est-ce qu'il y a l'enquête officielle? Nous avons écrit la lettre à l'Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, mais nous n'avons pas reçu de réponse. Selon nos données, ils savent la vérité, mais ils ont peur de la présenter. Nous sommes sûrs qu'ils savent au moins une partie de la vérité, et c'est un exemple de blanchiment des criminels. C'est l'exemple de refus de donner des preuves. Et malgré qu'il y avait beaucoup de l'émotion à propos de ce sujet. Donc, pas d'information. Et si quelqu'un dit, après cela, que les Ukrainiens souffrent, et il faut forcer la Russie de faire quelque chose. Donc, vous voyez, nous ne pouvons pas laisser les Ukrainiens comme des victimes du régime au pouvoir. Et si cette junte de Zelensky, s'ils pensent qu'ils peuvent assurer le cessez-le-feu, qu'ils peuvent assurer la continuation de la base législative qu'ils ont élaborée, c'est faux. Nous ne pouvons pas le permettre. Sur le territoire de l'Ukraine, hors des frontières constitutionnelles de la Fédération de Russie, des millions de personnes parlent la langue russe. C'est la langue maternelle pour eux. Et les laisser sous le pouvoir de la junte qui leur a interdit de parler le russe, ça sera une grande crime. Donc j'espère et je suis sûre que nous n'allons pas le permettre et la communauté mondiale ne va pas le permettre et falsifier la charte de l'ONU où dans la préambule il y a des mots que tout le monde doit respecter le droit international sans distinction de race, de sexe, de religion. Mais l'Église orthodoxe est aussi interdite sur le territoire de l'Ukraine. Donc, il faut régler la situation. Et pour nos collègues occidentaux, à mon avis, il est nécessaire de forcer l'Ukraine d'annuler des lois qui contredisent la charte de l'ONU et les documents spécialisés de différents organismes. Ce serait un test pour voir quelle est la vraie position des Européens. Pas tous les Européens, mais la majorité des Européens, sous l'égide de Londres, de Bruxelles, de Paris, de Varsovie, qui n'ont jamais prononcé le mot les droits de l'homme envers la situation actuelle sur ce territoire. Mais ils ont discuté la Fédération de Russie, la Chine, la République d'Iran, le Venezuela. Ils ont discuté beaucoup de pays et pendant ces discussions, ils parlent de leurs relations et ils parlent de morale, comment il faut respecter ces droits de l'homme. Il y a d'autres pays où ils parlent de ce sujet. Donc, nous avons parlé avec un ambassadeur. Ils nous disent que nulle part dans le monde existe une telle pratique. Ils oublient leur passé et ils parlent avec fierté. Je parle de Ursula von der Leyen et autres fonctionnaires européens.
ils disent qu'il faut protéger leur position, il faut avoir de la patience, il faut aider à l'Ukraine. Nous n'avons pas de temps pour assurer le chauffage dans leur pays. Il ne faut pas parler de la médecine. Il faut avoir de la patience et donner un peu de temps à l'Ukraine pour la protéger. Donc, vous pouvez conclure comment l'Europe voit maintenant sa vision. Vous pouvez voir la renaissance du nazisme. Je peux citer beaucoup d'exemples. Par exemple, le discours de M. Merz, le nouveau chancelier de l'Allemagne, il a dit que l'Allemagne doit être en tête de l'Europe. Et pour prononcer ces mots, il faut être un grand cynique. La militarisation de l'Europe a été proclamée comme une des tâches magistrales pour la deuxième moitié de notre décennie, donc je peux le parler longuement. Donc maintenant, je propose de passer aux questions. Vous avez déjà répondu à la première question. Il y a des questions qui n'ont pas été posées. En fait, nous recevons chaque jour de nombreuses propositions, des pseudo-propositions formulées par nos opposants. Il y a aussi des propositions faites par l'Inde, le Brésil, la Chine, nos amis. Ils nous envoient également leurs réflexions au sujet du règlement du conflit ukrainien. Quelle est votre position en la matière ? Quelle est la différence principale entre ces propositions et notre position? Vous avez en partie répondu à cette question parce que vous avez donné les caractéristiques au régime de Kiev, vous avez parlé de son état actuel. Il est très difficile de se mettre d'accord avec ce régime. Je doute même si ce soit possible. Vous savez, en février, fin février 2022, où les Ukrainiens ont demandé de lancer les pourparlers, nous avons donné notre accord. Il y avait plusieurs conséquences, plusieurs séances, et la dernière s'est tenue à Istanbul fin mars, début avril. Et d'ailleurs, cela a été dit par le président Poutine. Il a même montré les documents qui en attestent. C'était les Ukrainiens qui ont proposé de régler la situation sur la base des principes qu'ils ont exposés eux-mêmes. Le refus d'entrer à l'OTAN ou d'intégrer autres blocs militaires, le refus de placer sur leur territoire des bases militaires. Parce qu'en fait, les Anglais, on voulait créer des bases à Ochakovo et sur la mer d'Azov. D'ailleurs, ils avaient envie de le faire également en Crimée. C'était avant même 2014. Bref, les Ukrainiens disaient qu'ils écrivaient dans leur proposition qu'il n'y aurait pas de base militaire, il n'y aurait pas d'exercice militaire en Crimée et en Ukraine en général. Et puis, il parlait aussi des garanties de l'Allemagne, de la Turquie. Il y avait une proposition de garantir ces propositions. En fait, ces garanties ressemblaient beaucoup à l'article 5 de l'accord de Washington, l'accord de l'OTAN. Et dans ces garanties, on disait que, en fait, ces garanties ne toucheraient pas la Crimée et le territoire du Donbass. C'était les principes exposés par les Ukrainiens, je les répète. Et en fait, ils ont parlé de la continuation du dialogue dans tout autre domaine. À cette proposition, nous avons consenti et d'ailleurs c'était important pour assurer un objectif important à l'époque, c'est d'arrêter la progression de l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine. Il y avait aussi quelques autres garanties qui prévoyaient le respect des droits des minorités nationales. Tout cela a été détruit, toutes ces propositions ont été mises sur le tapis, sous le tapis. D'ailleurs, au plus haut niveau,
partout, toujours, nous avons dit que nous étions prêts aux pourparlers pacifiques qui seraient consacrés à la compréhension et aux causes profondes du conflit. Zelensky, d'ailleurs, a signé un décret qui lui interdit de mener des pourparlers directs avec le président Poutine, avec notre gouvernement. Maintenant, il tente d'interpréter de manière différente ce décret. Il parle du fait qu'il est interdit de rencontrer Poutine en personne, mais en fait, si cela est interdit, à quoi bon aller à Istanbul et créer à tutelle que Poutine n'était pas venu à Istanbul? Bref, tout cela pour dire que les raisons qu'exposent les Ukrainiens, ce ne sont pas des raisons, mais c'est plutôt cela témoigne du fait que les dirigeants en Ukraine ne sont pas adéquats. Et il est impossible de comprendre quel est son agenda, quand se rendra-t-il en République, en Afrique du Sud, ou quand ira-t-il dans les pays européens pour embrasser ses collègues. D'ailleurs, le président Poutine a déjà très bien parlé de Zelensky et de la légitimité de son régime, mais il a en même temps souligné que nous ne refusons pas les contacts avec son administration parce qu'il faut harmoniser les principes du règlement qui conviendraient à tout le monde. Mais au moment de la signature, il y aura aussi la question de la légitimité du pouvoir. Parce que si ce décret est signé par quelqu'un qui n'a plus de légitimité, alors les successeurs pourraient remettre en question les accords, les traités harmonisés. Regardez l'évolution de la position de l'Ukraine et de l'Occident. Il y a un an, probablement, il disait pas de pourparlers, pas de cessez-le-feu. La défaite stratégique de la Russie, c'est la seule chose qui puisse sauver la situation, et la Russie doit dégager de l'Ukraine et respecter les frontières de 1991. Par la suite, ils ont compris que la situation sur la ligne de contact a changé. Et de nouveaux accents sont apparus dans leur discours. Ils disent maintenant que l'Ukraine doit être en position de force pour entrer en pourparlers. Donc il doit parler en position de force. Mais en fait, puisqu'on parle aujourd'hui de l'histoire, je pense que les Ukrainiens doivent, on peut se rappeler les leçons d'histoire, de penser à leurs ancêtres. Maintenant, ils nous demandent ce répit pour se gaver d'armes. Mon ancien collègue, maintenant le président de la Finlande, Alexandre Stubb, dit que Poutine doit obligatoirement consentir au cessez-le-feu, mais ce cessez-le-feu n'aura aucun impact sur les relations entre l'Occident et le régime de Kiev. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il y aura la militarisation de cet État. Ici, il y a les membres des délégations qui se sont rendus à Istanbul pour assister au premier round des pourparlers. Et vous savez que lors de ces pourparlers, les Ukrainiens étaient bien présents. Ils ont discuté des accords qui se dessinent maintenant. On a parlé d'échange des prisonniers et on a parlé également du fait que les deux parties devraient préparer le mémorandum où ils préciserait les questions qui seraient la base du règlement. Il s'agit des questions prioritaires. Bon, on s'est mis d'accord sur certains points lors de ces pourparlers. Et en fait, on s'est mis d'accord puisque
En fait, les Ukrainiens se sont mis d'accord parce qu'ils comptent toujours sur l'aval et sur l'appui des États-Unis et de l'Occident. Pourtant, le président Trump a montré qu'il comprenait autrement cette situation. Il souligne d'ailleurs très souvent que ce n'est pas sa guerre, mais que c'est la guerre de Joe Biden. Il dit que les États-Unis est guidé par les intérêts nationaux. C'est quelque chose qui s'applique également à la situation en Ukraine. Est-ce qu'il y a des intérêts nationaux des États-Unis en Ukraine, à part probablement le seul objectif, c'est de dissuader et d'encercler, de garder les tensions avec la Russie? Probablement, ils ont quelques objectifs économiques, mais c'est quelque chose complètement permissible. Oui, nous sommes pour parler. Les Américains sont aussi pour parler. Je pense que ce rendez pour parler, c'est déjà quelque chose de positif. À présent, vous menez le travail sur le mémorandum, c'est ça? Oui, je ne sais pas, j'ignore quel est le travail effectué par l'autre partie, mais en ce qui nous concerne, oui, nous travaillons sur le mémorandum et de toute façon, nous allons remettre notre projet de mémorandum à la partie ukrainienne comme cela a été agréé. Et quels sont les délais? Quand sera organisée la rencontre prochaine? En fait, les délais n'ont pas encore été établis. Il y a beaucoup de spéculations à ce sujet, sur le lieu, sur le temps de cette rencontre, l'endroit, le jour, etc. Mais pour dire vrai, est-ce qu'il y a un once du pape ici? C'est ça, il n'est pas présent dans la salle. En fait, au moment d'enregistrement des participants, il figurait sur la liste. Bon, je vais juste dire que il ne faut pas prendre au sérieux ce sujet avec le règlement organisé par le Vatican. Mais imaginez le Vatican comme l'endroit des pourparlers. À mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas, je dirais, élégant. Les pays orthodoxes discuteront des questions, des causes profondes sur le territoire catholique. Imaginez-le. D'ailleurs, la première cause profonde, c'est la politique ukrainienne qui vise à exterminer l'Église orthodoxe russe en Ukraine. À l'époque, Poroshenko, à Istanbul, a demandé au patriarche de Constantinople l'autorisation de créer une église alternative. Et cette église est devenue assez célèbre parce que ses représentants prennent de force les églises orthodoxes, qu'ils passent au tabac les prêtres orthodoxes. Il y a aussi une église uniate en Ukraine, et elle est assez active. Ce sont des catholiques. Ils soutiennent le régime qui a pris le pouvoir après le coup d'État de 2014. Donc, je pense que ce ne serait pas très propice pour le Vatican d'accueillir la délégation de 2 pays orthodoxes dans les conditions que je viens de vous exposer. Monsieur Lavrov, pensons à l'avenir. Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de l'acte final d'Helsinki. En fait, les décisions prises à l'époque étaient très importantes sur le plan de la sécurité en Europe. Puis des événements se sont produits qui ont touché à cet accord. Je parle des événements des Balkans, du Caucase du Sud et des pays baltes. Des étapes différentes, notre président a parlé de la nécessité de créer une nouvelle architecture de la sécurité européenne qui correspond de réalité de nos jours. Et d'ailleurs,
cette nouvelle architecture devrait assurer la vie pacifique de plusieurs générations. Qu'en pensez-vous? Peut-on parler aujourd'hui du progrès en ce sens? Est-ce que l'Europe est prête à parler de ces questions? Et est-ce qu'on a des perspectives ou est-ce qu'on n'a pas de perspectives? Nous voyons qu'il y a une crise de la sécurité et l'Europe pense de la militarisation. Je souligne encore une fois que c'est préoccupant que dans ces discussions, parmi les leaders est l'Allemagne, le chancelier Merz. Il a fait une interview il y a une semaine et demie. Il a parlé à Bundestag. Le renforcement de Bundeswehr est en première place pour nous. Au futur, les autorités allemandes donneront toutes les ressources financières à Bundeswehr pour devenir la plus forte armée conventionnelle au monde. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Ce statut de l'armée a été possédé par l'armée d'Hitler à l'époque. Donc, ce qui est encore intéressant parmi les annonces de Merz, il a dit que la Russie ne va pas arrêter dans l'Ukraine comme l'argument pour cette militarisation d'Europe. Je pense que c'est l'exemple de son comportement, parce qu'elle a pour l'objectif pas protéger son peuple, mais envahir dans des territoires et les exploiter. Voilà, ce sont des instincts nazis qui sont très vifs dans son conscience. Donc, ce qui concerne notre position, elle se base sur des aspects évidents que les mécanismes euro-atlantiques n'ont pas été effectifs. Je parle de l'OSCE. Nous voyons la crise profonde dans l'OTAN comme l'alliance principale de l'Occident. L'Union européenne a signé un accord avec l'OTAN il y a un peu plus qu'une année et l'Union européenne est devenue seulement un élément supplémentaire pour l'OTAN car l'Europe a permis à l'OTAN d'utiliser ces États pour la transportation des armes, des machines militaires pour les transporter vers les frontières, y compris de la Russie. Donc, j'ai déjà dit qu'en Eurasie, qui est le continent le plus grand, il y a beaucoup de racines de grandes civilisations du monde. C'est le continent où il y a beaucoup de structures d'intégration. Mais il n'y a pas de structure pancontinentale. En Afrique, il y a beaucoup de structures continentales, ainsi qu'à l'Occident, il y a par exemple le CELAC. Mais en Eurasie, il n'y a pas d'une telle organisation où l'Alliance, l'Union pan-eurasiatique, il n'existe pas, ce qui n'est pas naturel. Mais nous basons sur la pratique et nous voyons des perspectives de l'augmentation de la compétitivité. Et dans ce cadre, nous voyons des perspectives dans l'amélioration des liens de travail entre des organisations qui existent déjà. L'Union eurasiatique économique a des relations avec l'ASEAN, avec l'OCS, vice-versa, etc. Il y a une initiative de Kazakhstan que nous soutenons, la conférence des mesures de confiance en Asie. Et maintenant, il y a des disputes et s'il faut la transformer en organisation.
Nous avons le Conseil de la coopération des États arabes. Et prenant en compte de l'amélioration des relations entre les Émirats arabes unis et l'Iran, cela augmente le potentiel logistique et économique dans la région. Il y a la G5 d'Asie avec lequel l'Europe coopère. Et si dans chaque association, il y a des plans qui concernent la transportation, l'énergie, nous pouvons réussir et nous devons harmoniser l'activité de ces organisations et pas mener la même activité au sein de beaucoup d'organisations différentes. Et notre président, pendant le premier sommet La Russie-l'ASEAN, il a formulé sa vision sur cette amélioration des relations. Il a supposé que le bilan de cette activité, c'est la formation de grandes coopérations pan-européennes. Nous construisons des corridors de transport, le sud, le nord par exemple, qui permettent d'assurer la transportation directe entre la Baltique et l'océan Indien. Il y a d'autres idées. Hier, j'ai été en Arménie et l'Arménie travaille sur l'initiative La Croisée du Monde. Elle aspire d'intégrer ces systèmes de transport dans le système global. Et donc, nous sommes pour le développement de ces projets de transport. Comme les Chinois disent, des millions de fleurs doivent fleurir, mais pour le réaliser en pratique, il faut par exemple signer l'accord de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et nous souhaitons du succès. Nous l'avons discuté avec les représentants de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et cet accord est maintenant possible grâce à quelques sommets, la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie. Et au futur, nous serons prêts de favoriser ces pourparlers. Nous avons besoin de la normalisation des relations entre l'Arménie et la Turquie. Donc, surmonter le conflit et débloquer des interdictions sur les transportations favoriseront la compétitivité de cette partie du continent et du continent en général. La grande coopération pan-eurasiatique serait le bon fondament pour le futur travail de la formation de la structure de la sécurité. Moi, je base sur le fait que les pays du continent doivent être en charge. Il faut avoir une structure dans la logique de la sécurité eurasique, pas atlantique. Pas parce que nous voulons construire des frontières. Le temps existe. Il y a des pays qui sont intéressés d'être unis avec les États-Unis, l'Occident. Ils ont des possibilités. Les utiliser, s'il vous plaît. Je ne suis pas contre, mais il ne faut pas empêcher autres pays. Il ne faut pas créer des obstacles où tous les pays eurasiatiques auront le droit d'adhérer, y compris notre partie du continent. Donc, je ne vois pas rien de mal dans cette initiative, mais nous voyons des tentatives de mener des initiatives unipolaires
dans l'OTAN. Donc, vous vous rappelez, il y avait M. Stoltenberg. Il était depuis longtemps le chef de l'OTAN et pendant l'année dernière de son poste, quand l'OTAN a eu des initiatives dans la région de l'océan Indien, donc on a posé une question, vous commencez d'agir plus activement dans la région de l'océan Indien, mais l'OTAN, c'est l'alliance de défense dont l'objectif est de protéger les frontières de ses États membres des menaces externes. Il a dit oui, c'est ça, mais maintenant, le menace pour les frontières des États membres de l'OTAN vient de l'Asie, de Taïwan, de la mer de Chine. Voilà, c'est sa directe citation. Maintenant, l'OTAN élargit son infrastructure sur l'est de l'Europe. L'OTAN tâche très activement d'affaiblir l'unité de l'ASEAN, tâche d'appeler certains membres d'ASEAN dans les blocs clandestines, groupe de 3, groupe de 4, et annonce que l'Asie, c'est le continent crucial pour l'OTAN. Pourquoi une alliance atlantique veut diffuser son influence sur tout le continent jusqu'à l'extrême-orient. Si nous n'allons pas occuper de l'architecture de la sécurité, il ne laissera seulement observer comment nos partenaires de l'autre côté de l'océan vont s'en occuper. Il y a un autre problème. Président Trump insiste que sa politique externe s'appuie sur le contexte global. Il dit que ce sont les Européens qui doivent s'occuper de leurs problèmes européens. Voilà une nouvelle tendance. Donc, il y a cette humeur eurasiatique, c'était mentionné dans des discussions dans le cabinet ovale. Et tout cela, en même temps qu'on existe le revanchisme de Berlin, de Bruxelles, qui concerne la militarisation de l'Europe, qui prépare leur population pour la guerre contre la Russie. Donc, je pense qu'il faut être le partisan de la paix. Et nous sommes reconnaissants la Biélorussie qui, il y a quelques années, a mené à Minsk la première conférence sur la sécurité européenne. L'année passée, nous avons vu la deuxième conférence. Cet automne, nous aurons la troisième conférence. Et après la deuxième conférence, où j'ai participé, et bien sûr, je vais participer dans la troisième conférence. Après la deuxième conférence, avec mon collègue, ministre des Affaires étrangères de la Biélorussie, M. Ryzhenkov, nous avons partagé notre vision du projet du document que nous appelons maintenant la charte eurasienne de la multipolarité et de la diversité. Parmi les participants, il y avait des ministres des pays européens, de l'Union européenne, par exemple la Serbie. L'accent a été mis sur le fait que les discussions européennes sur la sécurité doivent être ouvertes pour tous les pays de l'Europe. Donc, nous sommes en processus. Nous n'essayons pas de créer
quelque chose d'artificiel et je pense que c'est le trait caractéristique qui nous distingue des auteurs des documents de l'OTAN qui fonctionnent dans les cabinets de l'OTAN et qui agissent maintenant dans d'autres organisations. Nous essayons de sentir les tendances pratiques en temps réel qui consistent au fait que plusieurs structures européennes et américaines sont intéressées de construire des ponts pour réaliser des projets communs. Donc, c'est évident qu'en priorité, le contour eurasiatique, y compris les questions de la sécurité, et je dois dire que des experts sont maintenant actifs avant les lectures de Primakov. Dans cette conférence, une session sera dédiée à cette question. Donc, vous avez mentionné M. Trump. Et j'ai une question. Si nous parlons des relations entre la Russie et les États-Unis, si nous oublions la problématique ukrainienne, car ce n'est pas le seul sujet pertinent entre les deux pays. Donc, quelle est la situation dans ces relations? Vous savez, à la proposition des Américains, moi, Yuri Ushakov et moi, nous avons rencontré Marco Rubio ainsi que Mike Watts, le conseiller de défense. Et de deux côtés, nous avons constaté que ce sont les intérêts nationaux qui doivent être la base de toute relation des États. C'est la position du président Trump et du président Poutine. Ce ne sont pas des considérations idéologiques ou bien la tentative d'élargir son influence qui sont à la base de ces relations, mais ce sont des considérations nationaux. Vous savez, Marco Rubio a dit, j'espère qu'il ne veut pas m'en vouloir de diffuser cette information, il a dit que les Américains respectaient le fait que chacun pays a ses propres intérêts, d'autant plus qu'il s'agit d'une grande puissance. Il y a deux conséquences de cela. Première conséquence, les intérêts nationaux de tout État, surtout de grandes puissances, ne coïncideront jamais et dans la plupart des cas, ils ne coïncideront pas. Mais une fois ils coïncident, ce serait une grande erreur de ne pas utiliser ce fait, la coïncidence des intérêts nationaux, pour changer la situation et trouver des bénéfices, des projets mutuellement avantageux en matière de l'économie, des technologies, etc. Et deuxième conséquence, deuxième bilan à tirer, quand les intérêts des grandes puissances ne convergent pas mais sont confrontés, la responsabilité et le droit des pays, des puissances, c'est d'arrêter le déroulement des conflits. Alors, c'était la préambule de nos conversations à Riyad. Et quand je regarde, je vois tout ce qui se passe dans notre vie, je constate que c'est dans cette logique qu'agit l'administration de Trump. Et d'ailleurs, c'est comme nous avons agi depuis longtemps. Nous n'avons jamais moralisé personne. Washington a changé sa politique par rapport à la politique menée par l'administration démocratique. Mais nous voyons que cette politique de la Maison-Blanche suscite des préoccupations, surtout par les élites blanches des États-Unis, parce que ces élites sont habitués à autre chose. Ils ne s'occupent pas absolument de tout, de l'ensemble des questions. Mais nous sommes des gens lucides. Je parle de la lucidité politique. Il est très important de ne pas se laisser bercer d'illusions, de rester réaliste.
et de comprendre qu'il y avait à plusieurs reprises des situations où les États-Unis changeaient radicalement leur position. C'est la vie. Mais bien sûr, il faut le tenir en compte et ce que nous faisons en construisant notre politique. Pourtant, nous sommes prêts à réaliser les projets mutuellement avantageux. Et je le souligne, mutuellement avantageux. Il s'agit de l'espace, des technologies de pointe, l'énergie, bien sûr. Les sociétés américaines ont bien travaillé chez nous. Tous ces projets sont possibles, mais à une seule condition, que les partenaires américains soient prêts à agréer les principes qui assurent la parité des intérêts. Monsieur Lavrov, je reviens à la crise ukrainienne. Qu'en pensez-vous? Comment cette crise a influé sur l'avènement de nouvel ordre multipolaire et quels sont les changements qui se sont produits? Est-ce que ces changements sont propices, sont bienveillants pour notre pays? Vous savez, je pense que cette tendance est bien saine. C'est la tendance de l'établissement du monde multipolaire. Il y a ceux, et nombreux sont ceux qui pensent que c'est une illusion, que c'est un rêve qu'on ne pourrait jamais réaliser, et même les grandes puissances de la majorité du monde ne veulent pas se brouiller avec les États-Unis. Nous ne voulons pas quereller, nous ne voulons quereller avec personne, mais nous voulons travailler de manière honnête. Je souligne ce que j'ai dit même ici dans cette salle où nous sommes réunis pour discuter des questions de l'Ukraine. Nous pensons que ce n'est pas, il ne faut pas changer, bien casser le système existant comme l'Organisation des Nations Unies, mais il faut respecter ce système dans son ensemble et dans son interdépendance. Je parle des principes qui sont inscrits dans la charte de l'ONU. Exemple édifiant. Au moment du démembrement de la Yougoslavie, l'Occident a déclaré de manière unilatérale l'indépendance du Kosovo. Il a dit qu'a été réalisé ainsi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, même si à l'époque il n'y avait pas des hostilités. Et il existait déjà une résolution du Conseil de sécurité qui était en vigueur. Autre exemple, 2008. 6 ans plus tard, après le coup d'État sanglant, une junte militaire s'accapare du pouvoir et déclenche des hostilités contre son peuple parce que les habitants de la Crimée ont refusé de reconnaître les résultats de ce coup d'État. Cette junte qui se trouvait à Kiev a bombardé les habitants de la Crimée et du Donbass. Les gens étaient brûlés vifs. En ce qui concerne les Criméens étaient confrontés aux mêmes tendances. Ils ont décidé d'organiser le référendum. Mais l'Occident a dit que les résultats de ce référendum n'étaient pas légitimes parce que c'était déjà la violation de l'intégrité territoriale. Par la suite, la Cour internationale a été saisie et cette Cour a stipulé que l'indépendance d'une partie de l'État ne dépendait pas du consentement des autorités centrales. Tout est clair, et pourtant, personne ne veut le reconnaître. Malgré tout ce qui est déjà connu, malgré le fait que les États-Unis adoptent une position réaliste vis-à-vis du conflit en Ukraine,
Et d'ailleurs, Trump est le premier, peut-être le seul leader qui a dit que c'était une grave erreur de faire entraîner l'Ukraine à l'OTAN. Il a dit que le coupable était l'administration de Joe Biden. Les représentants américains disent publiquement que les questions territoriales, ce sont des questions inéluctables et cette question devra être tranchée à partir des réalités sur le terrain. L'Europe ne fait que répéter que les Russes doivent dégager et respecter les frontières de 1991. Quand ce conflit sera terminé, je l'espère bien, tout ce qui se retrouvera au-delà des frontières russes, qu'est-ce qu'il y aura sur ces territoires? Il y aura toujours le régime de Zelensky qui ne fera qu'anéantir de tout ce qu'il y a du russe en violant toutes les normes du droit international. Quand l'Europe appelle aux frontières de 1991, que veut-elle? Elle veut que les habitants de la Nouvelle-Russie, du Donbass, de la Crimée se retrouvent sous le contrôle de ce régime. Mais en fait, les lois de ce régime ne changeront pas parce qu'ils prétendent que ces lois défendent les valeurs européennes. Je ne pense pas que ce soit un travail facile, mais nous travaillons sur le mémorandum que nous allons transmettre à la partie ukrainienne. Et en le rédigeant, nous nous basons sur les questions de principe et nous nous référons aux causes profondes du conflit et à notre vision du traitement de ces causes profondes. Il faut les traiter comme une tumeur de cancer. Merci. Est-ce que nous pouvons poser, est-ce que le public peut poser des questions? Chers collègues, nous avons la possibilité, vous avez la possibilité de poser des questions. Est-ce qu'il y a des volontaires qui veulent poser leurs questions? Monsieur Lavrov, je ne suis pas diplomate. Je suis le membre du personnel de l'Institut de la communauté des États indépendants. Merci beaucoup d'avoir mentionné les causes profondes de la crise ukrainienne. Merci beaucoup à vous et au ministère de traiter les questions de la Galicie. J'ai écrit tout un recueil dans lequel je traite ces questions en détail et je propose un document très important. C'est le message du patriarche Tikhon qui dit que les terres historiques russes doivent être reconnues en tant que terres russes. Je vais transmettre ce document au ministère. Merci. Je n'ai pas de questions, mais je tiens juste à exprimer le soutien entier à ce que vous faites. Merci. Chers collègues, avez-vous d'autres questions? Alors, moi, je vais poser une question. En tant que ministre, en tant que représentant du ministère, dites-nous, quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette crise ukrainienne, du déroulement de cette crise et de son état actuel? Je sais que le ministère réfléchit beaucoup à ces questions-là, mais je pense que vos réflexions, si vous partagez vos réflexions, ce serait intéressant pour le public de l'entendre. Quels sont le bilan? Oui, vous savez que chaque jour, surtout ces dernières années, je m'assure de plus en plus souvent que notre cause est bonne et juste. Votre réponse est bien brève. Oui. Chers collègues, merci beaucoup de votre attention. Je tiens à remercier Anatoly Torkonov ainsi que l'Académie diplomatique, ses employés. Merci pour l'organisation de ces rencontres du corps diplomatique à Moscou. C'est une tradition que nous soutenons et que nous soutiendrons. J'espère que c'est utile pour vous et que c'est intéressant pour vous. Merci beaucoup. Mes vœux de succès, Monsieur Lavrov.
Et si l'Europe recommençait à marcher vers la guerre? Si la militarisation du continent, jadis théâtre de 2 conflits mondiaux, redevenait une priorité stratégique? C'est le sombre constat dressé par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dans un discours qui sonne comme une alerte, voire un avertissement. Pour Lavrov, les élites occidentales ont fait de la remilitarisation de l'Europe une mission centrale pour la seconde moitié de cette décennie. Une tâche magistrale, dit-il, qui s'accompagne d'un discours martial au relent très inquiétant. Il cite notamment le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, qui prétend que l'Allemagne doit reprendre la tête de l'Europe. Une déclaration que Lavrov qualifie de cynique, évoquant même une résurgence du nazisme authentique. Pour Moscou, ce n'est pas de la rhétorique, mais un signal d'alarme. Mais le danger ne se limite plus au vieux continent. L'OTAN s'aventure désormais en Asie, dans la région Indo-Pacifique, une expansion perçue par la Russie comme une tentative d'exporter le déséquilibre. Lavrov souligne que cette intrusion affaiblit les structures multilatérales comme l'ASEAN, en poussant certains pays à rejoindre des alliances militaires restreintes. Pour Moscou, c'est une stratégie de division orchestrée pour maintenir l'hégémonie occidentale. Sur le dossier ukrainien, Lavrov est clair. La Russie ne permettra pas que les Ukrainiens vivant dans les territoires disputés soient soumis aux lois imposées par ce qu'il appelle la junte de Zelensky. La légitimité même du président ukrainien est remise en question, un point crucial selon lui pour la signature de tout futur accord de paix. Il annonce un 2e cycle de négociations, évoquant même la préparation d'un mémorandum russe sur le règlement du conflit. Une dynamique de dialogue donc, mais à leurs conditions. Lavrov n'a pas manqué de souligner les fractures au sein même du camp occidental. Il rappelle que Kiev comptait sur un soutien indéfectible de Washington, mais que Donald Trump, favori pour 2024, affirme aujourd'hui « ce n'est pas ma guerre », une déclaration qui pourrait changer la donne et fragiliser davantage la position de Zelensky sur la scène internationale. Enfin, Lavrov balaie l'idée d'un dialogue au Vatican avec les Ukrainiens, qualifiant ce choix de peu réaliste et maladroit. Dans un contexte aussi sensible, imposer une plateforme catholique à des pays de tradition orthodoxe ne serait pas neutre. Cela révèle une fois encore l'incompréhension culturelle profonde entre l'Occident et les peuples eurasiens. Pour la diplomatie russe, l'heure est grave. L'Europe s'enferme dans une logique de confrontation, alors même que les équilibres régionaux sont déjà fragiles. Le message de Lavrov est clair. La Russie ne cherche pas l'escalade, mais elle n'acceptera pas un monde réorganisé uniquement au bénéfice de l'Occident. Derrière les discours diplomatiques, c'est une nouvelle phase de la guerre froide qui s'annonce, plus globale, plus dangereuse et surtout, plus imprévisible. Et vous, que pensez-vous de la remilitarisation de l'Europe? L'OTAN va-t-elle trop loin? Dites-le en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater, et à très vite pour une nouvelle analyse.